Donc, bonsoir à tous et merci d'être là. Donc voilà, donc on va un petit peu voir l'évolution de cette histoire de la parfumerie et j'en suis sûre, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. En tout cas, un minimum. Moi, j'avoue que ça m'intéresse beaucoup parce que je suis quelqu'un qui aime bien se parfumer. Je suis un peu la Madame Parfum, je pense peut-être de l'Alliance aussi. Tout le monde me dit à chaque fois, oh, c'est quoi ce parfum? Tu sens bon? Donc voilà. Donc le parfum, et nous allons parler de son histoire, une histoire qui est assez ancienne. Alors, dites-moi vos pronostics. Quand a-t-on commencé à se parfumer? Alors, je parle en termes, c'est très gros, très large, hein. Donc là, on va vraiment commencer avec quelque chose de... On ne pense pas à nos parfums, mais à quelque chose de plus lointain, mais qui était déjà le début de la parfumerie. Alors, dites-moi, quand a Dans les commencé... grottes. Ah, Magda, une bonne idée, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée, hein? Là, tu as dit quelle époque? Magda elle a dit dans les grottes. Déjà dans les grottes. Alors, préhistorique. C'est une Voilà, histoire vieille comme le exactement. monde. C'est ça, exactement, Magda. Tu as tout à fait compris mon petit clin d'œil, vieille comme le monde. Donc, très, très loin. Effectivement, on va aller dans les premiers, bon, les temps les plus anciens où on a commencé à se parfumer. Mais là, pensez vraiment au mot le plus large de parfum. Et on va voir aussi l'étymologie pour que vous puissiez comprendre pourquoi. Et donc, effectivement, on commence avec la préhistoire. La préhistoire et la découverte de la fumée odorante. Qu'est-ce que ça voudrait signifier pour vous, la fumée odorante? Sam, une idée? Je pense que la première, c'est le fire, oui. Odorant, c'est avec le smell. Ouais, et avec quoi? Qu'est-ce que Odor, l'on... l'odor. Voilà, effectivement. Et qu'est-ce que l'on pourrait mettre justement dans ce feu qui pourrait donner des odeurs? Peut-être. Fire. Ouais. Elisa, pardon, je n'ai pas entendu. Plantes Oui, aromatiques. exactement, très très bien. Donc il y a plein de choses que l'on peut mettre et qui va donner une odeur. Même le bois en soi. Le bois de bouleau ou de chêne ou le bois de sapin ont des odeurs différentes. Donc, normalement, si vous brûlez des bois différents, ça va vous amener aussi des odeurs différentes. Très très bien. Donc première partie, la découverte du feu, puisque on sait que les premiers hommes se sont intéressés, bien entendu, à la cueillette des plantes, puis au bois, aux aromates, donc toutes les plantes autour d'eux hein, qu'ils pouvaient utiliser pour se nourrir. Voilà. Et toutes les choses aussi qu'ils pouvaient utiliser à brûler, en fait. Et donc, en jetant tous ces végétaux, peut-être même les fruits, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses, ils se sont rendus compte que la fumée avait une odeur. Voilà. Donc, si vous faites brûler, par exemple, quelle est la plante? Il y a une plante qui est très, très forte. Je ne me souviens plus maintenant, bien entendu. Mais il y a certaines, en tout cas, certaines voilà, aromates, certaines plantes que l'on... Marijuana. Oui, voilà. Voilà, je ne pensais pas du tout à ça, mais bon. On imagine, hein, le romarin, je pense aussi, ça sent très très fort, ce genre de choses, voilà, que l'on peut utiliser aussi pour purifier maintenant. Mais voilà, effectivement, ce sont des végétaux que l'on va brûler et qui sentent, qui ont une odeur spécifique. Pardon, Daniel? Non, mais je disais que j'expliquais à Charles que quand on brûle le romarin, soit le lavande, ça sent Oui, une... exactement. La lavande aussi, hein, qui a une odeur très particulière. Oui, exactement. Très bien. Donc voilà, ils se sont rendus compte que
ça avait des odeurs différentes, une odeur bien distincte. Donc ça, c'est vraiment l'origine, les premières origines du parfum, hein. Mais si on regarde l'étymologie, hein, c'est vraiment, ça vient de là, le mot en latin, donc perfumum, qui veut dire par la fumée. Voilà. Donc vous avez le mot parfum qui en fait vient de fumée. Voilà, ça c'est l'étymologie latine, bien entendu, mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien très très important entre la fumée, en tout cas au début, dans ces années-là, et le parfum. Alors, il faut savoir aussi, et ça c'est une autre découverte que l'on a apprise, c'est que les hommes utilisaient déjà aussi les plantes. Ils se frottaient les plantes en fait sur eux avant de partir à la chasse pour camoufler leur odeur ou justement pour avoir une odeur qui attirait les animaux. Voilà, puisque les animaux, on sait qu'ils sont sensibles aux odeurs. Et donc, le fait de se frotter le corps, puisque je pense qu'à cette époque-là, à mon avis, on ne se lavait pas souvent. En tout cas, les odeurs devaient être bien importantes. Mais on verra, il n'y a pas qu'à dans ces années-là, hein. Pas qu'à cette époque-là. On en parlera après. Donc, ils se frottaient en fait les herbes, ils se frottaient le corps avec des aromates. Donc, les plantes qui ont une odeur bien particulière. Par exemple, je pense à la lavande qui a une odeur très, très forte, hein. Donc, si on prend une feuille de lavande entre ses doigts et qu'on frotte, on sent après l'odeur de lavande. Donc, c'est un peu ce qu'il faisait. Voilà. Donc, ça, ce sont on va dire, les premiers parfums. Des parfums assez naturels. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou une réflexion? Peu importe. Est-ce que ça vous étonne ou pas? Christelle? Je vois que Christelle fait non de la tête. Moi, j'avais oublié que j'avais pas le micro. Non, je suis pas très, très surprise. Et d'ailleurs, quand j'ai visité le sud de l'Alberta, et ils expliquent que les Premières Nations aussi se frottaient la peau pour soit attirer ou repousser. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ce qu'il faisait aussi. Oui, effectivement. Très, très bien. Mélanie, est-ce que tu veux aussi nous dire ton point de vue, ton ressentiment? Euh, Franchement, je ne sais pas. Je suis là pour le savoir. Euh, c'est l'histoire pour la création de la Oui, parfum. Oui. oui, la parfumerie, effectivement. Alors vraiment, avant d'arriver au parfum tel qu'on le connaît aujourd'hui, on va avoir quelques petites étapes, mais on va vite y arriver. Vous allez voir, c'est en fait, on y arrive assez vite. Enfin, vite, mais c'est quand même il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps quand même. Alors, on va continuer avec une autre époque, un peu plus lointaine et plus proche de nous. C'est celle de l'Antiquité, avec le culte des dieux. Alors, qui sont dans l'Antiquité les grands... Bonjour. Les grands... comment je vais dire ça? La civilisation qui a vraiment été la première à utiliser la parfumerie, à utiliser donc toutes ces plantes bah, pour le culte des dieux, par exemple, entre autres. Est-ce que vous savez quelle civilisation? L'Égypte? Oui, effectivement, les Égyptiens. Très, très bien, Magda. Alors, il y avait une petite aide ici, hein. Donc, les Égyptiens, exactement. Alors, on continue. Donc, dans les civilisations d'abord égyptiennes, et puis on va parler des Grecs et des Romains, hein, bien entendu. Mais on commence d'abord ce voyage vraiment en Égypte. Voilà, vers moins 3000 avant Jésus-Christ. Et donc, les parfumeurs de cette époque, ce sont les prêtres égyptiens.
Alors, pourquoi les prêtres égyptiens? Parce qu'à cette époque-là, on utilisait en fait les matières brutes, donc les plantes, hein, pour en réaliser des huiles parfumées, des résines, différentes choses, de l'encens. Et toutes ces matières, ces parfums, ces premiers parfums, sont utilisés vraiment pour les cultes divins, pour les dieux, en fait. Donc, à cette époque-là, on faisait brûler de l'encens, par exemple, hein, parce que je pense que l'encens, vous connaissez tous. Il faisait brûler de l'encens dans les temples et la fumée qui montait vers le ciel était en fait un moyen de communication avec les dieux. Donc les dieux qui étaient dans le ciel pouvaient recevoir de cette manière-là le message des hommes qui leur disaient, voilà, on vous prie, si vous voulez, de manière générale. Donc il y a aussi d'autres utilisations à ce parfum, ce premier parfum, c'est dans les rituels d'embaumement. Je pense que vous connaissez tous en Égypte ces fameuses bandelettes. Et donc, ils utilisaient ces huiles pour empêcher la putréfaction du corps et aussi pour purifier ce corps, puisque c'était important pour eux. Le corps devait rester tel quel pour l'au-delà, pour avoir accès à l'au-delà. Et c'est pour ça aussi qu'ils mettaient de la nourriture, parce que tout ce qui était mis dans les temples était important pour l'au-delà. D'accord. Et on retrouve aussi un peu cette manière de faire, je trouve, au Mexique, où ils déposent toujours le jour des morts, hein, ils déposent de la nourriture. Et cette nourriture, en fait, sert aux morts, en fait, hein, dans l'au-delà. Voilà. Donc, deux manières d'utiliser les parfums à cette époque-là, donc un peu plus... c'était plus pour des rituels. Hein. On est vraiment dans des rituels, dans des choses un peu plus, voilà, pas dans la vie de tous les jours. C'était vraiment les prêtres. Mais il faut savoir dans cette époque, il y avait une certaine reine très connue. Est-ce que vous savez de qui je parle? Une reine égyptienne très, très connue. Mélanie? Cléopâtre. Voilà, Cléopâtre. Cette fameuse Cléopâtre, tumultueuse Cléopâtre, effectivement, qui aimait prendre des bains au lait d'ânesse. Et ça, on le sait, je pense que vous le savez tous. Mais attention, ce n'était pas que du lait d'ânesse. C'était infusé avec des fleurs et avec des fruits. Donc, déjà à cette époque-là, quand elle prenait des bains, elle voulait que ce soit des bains qui sentent bon. Et donc, elle a permis d'un peu de démocratiser, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire, un peu de permettre que tous ces parfums ne soient plus que dédiés aux dieux, mais puissent être aussi accédés, enfin, on puisse aussi en avoir accès pour soi au niveau de la terre. Et donc, elle aimait prendre des bains. Voilà, des bains qui sentaient bon. Alors, bien entendu, les Égyptiens étaient donc les premiers à avoir travaillé toutes ces huiles, hein, ces encens, ces odeurs, et ont permis d'exporter tout cela vers les autres contrées antiques, donc chez les Grecs et chez les Romains, qui, eux, utilisaient aussi donc ces encens, ces huiles parfumées pour communiquer avec les dieux. Donc, avec ça, ils communiquaient avec les dieux, tout simplement. Voilà. Mais les Égyptiens étaient vraiment les maîtres en parfumerie de cette époque. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que peut-être vous voulez ajouter quelque chose, hein? Si vous connaissez bien peut-être l'Égypte,
la Grèce, les Romains, la Rome antique. Non? D'accord. Très, très bien. Donc, la communication avec les dieux. Ensuite, nous allons passer à une autre période un peu plus, on va dire, un peu plus mitigée avec le parfum. Et de manière générale avec les odeurs, les bonnes odeurs, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, avec cette fameuse période où le parfum a été déchu. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi le parfum, à cette époque-là, n'était plus quelque chose de miraculeux, de Barbe, une idée? Non. D'accord. Alors, on va continuer. À cause de l'Église? Oui, effectivement. Et donc, l'Église, comme tu le dis, Magda, hein, qui va en faire un objet un peu plus mystique. Et donc, qui va dire que toutes ces huiles, cet encens, c'est pas un appel au Dieu, mais au diable. Voilà. Donc, quand on utilise ce parfum, c'est parce qu'on va appeler le diable. Donc, c'est interdit. Et effectivement, c'est l'Église qui va interdire, puisqu'à cette époque-là, l'Église était assez importante et donnait beaucoup son avis, un peu sur tout. Voilà. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on associait souvent la maladie aussi avec les odeurs. Donc, si on sentait quelque chose, pourtant, je pense que tout le monde à cette époque-là devait sentir très mauvais. Mais si on sentait peut-être différemment des autres personnes, ça voulait dire qu'on était malade. Voilà. Donc, ce qui sent rend malade. Donc, en gros, les parfums, voilà, tout ce qui pouvait sentir rendait malade. Alors qu'on sait bien entendu que ce n'était pas les odeurs qui rendaient malade, mais c'était l'eau. Avec toutes les maladies dedans et les déchets qu'ils mettaient dans l'eau. Mais heureusement, il y avait quand même, dans certaines contrées orientales, on va dire, des alchimistes qui ont inventé différents procédés, donc par exemple la distillation, et qui ont ouvert petit à petit de nouvelles voies aux techniques modernes de la parfumerie. Donc, c'est vraiment à cette époque-là où le parfum que l'on connaît maintenant a commencé, même si pourtant c'était banni. Et les alchimistes étaient très, très mal perçus, surtout en Europe. Voilà. Et on a inventé aussi l'aromathérapie, que l'on connaît bien encore maintenant. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce que c'est l'aromathérapie? Elisa, peut-être? Est-ce que tu sais ce que c'est l'aromathérapie? Bon, je crois que c'est pour de mettre des odeurs qui font bien à quelque chose du corps. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, la menthe, que c'est bon pour le rhume. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, on va utiliser des huiles essentielles avec de la fumée. Donc là, avec de l'eau que l'on va évaporer. Donc, ça va faire de la fumée. Cette fumée odorante va permettre de soigner effectivement certaines petites maladies, parce que je ne pense pas qu'on puisse soigner de grandes maladies, mais en tout cas, si vous avez peut-être un petit rhume, le nez bouché, ça peut vous aider, effectivement. Très, très bien. OK. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Christelle? Parce que là, tu expliquais donc que l'Église a banni le parfum et qu'il y a quand même des récalcitrants qui ont travaillé pour développer le parfum. Mais est-ce que ces gens-là travaillaient dans l'ombre, en cachette, étaient sanctionnés ou tout le monde était libre de faire tout ce qu'il voulait?
Non, 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 pas du tout, hein. À cette époque-là, c'était l'époque de la chasse aux sorcières, au mal. Donc, effectivement, les personnes, les alchimistes, hein. Alors, à cette époque-là, c'était souvent, on va dire, des personnes qui venaient de Chine, d'Orient, hein, qui étaient des alchimistes. Mais en Europe, effectivement, c'était une très, très mauvaise période pour les personnes qui avaient un esprit un peu de rébellion et qui voulaient, oui, effectivement, continuer. Donc, ça s'est fait en cachette. Oui, effectivement. En fait, à cette époque-là, souvent, on disait qu'une femme, par exemple, était une sorcière Ouais. si elle utilisait des plantes pour soigner. Et si elle osait faire des petites concoctions de plantes, comme on peut voir maintenant en fait, hein, par exemple mettre du miel avec du thym et un peu de citron, par exemple, à cette époque-là, on aurait été considérés comme des sorcières. Voilà. Donc oui, effectivement, c'était une période où on devait se cacher et où il y a eu je pense, beaucoup de choses. Oui. Mais c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Alors, on va continuer et on va aller dans une période un peu plus encline à ce parfum. Donc, on va revenir vraiment à ce temps où le parfum va revenir et va devenir de plus en plus important. C'est le temps des explorateurs avec la Renaissance. Est-ce que vous connaissez de grands explorateurs qui ont permis d'échanger des épices à travers le monde et donc à cette augmentation des saveurs dans nos contrées aussi? Alors là, il y en a, enfin, si vous savez lire un petit peu latin, il y a un exemple. Non. Sam, je vois que tu rigoles, alors dis-nous. Peut-être Magellan. Voilà, effectivement. Donc là, je vous ai mis une photo de Magellan. Je ne savais pas trop quoi vous mettre, donc je me suis dit, je vais mettre Magellan. En plus, c'est marqué son nom. Effectivement. Donc, il y a de grands explorateurs hein, qui ont voyagé dans le monde et qui ont permis cet échange d'épices, cette circulation d'épices que l'on ne connaissait pas peut-être dans nos contrées. Donc, par exemple, en Europe ou même au Canada, je pense que pas du tout. Mais voilà, en tout cas, là, on parle plutôt de l'Europe. Hein. Effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces grands explorateurs tels que Magellan, Vasco de Gama ou Christophe Colomb hein? Ils vont ils vont transporter ces nouvelles matières qui vont être très précieuses pour la parfumerie et qui sont très odorantes. Je pense qu'en Europe, on n'avait pas forcément beaucoup de choses. Et donc, grâce à ces échanges, on va découvrir le jasmin, l'ambre, la vanille, qui est aussi très, très importante, mais aussi d'autres épices, vraiment beaucoup d'épices qui vont être utilisées après dans la parfumerie. Donc là, on est vraiment dans une période où on va échanger les matières premières de la parfumerie avant de pouvoir en faire quelque chose. Mais des matières qui sentent. Donc déjà, quand on les a en cuisine ou pour d'autres milieux que la parfumerie, ça sent. Donc on a déjà quelque chose qui est important pour la parfumerie, ou qui sera importante pour la parfumerie. Alors, cette époque de la Renaissance, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a un gros manque d'hygiène. On ne se lave pas, ou très rarement. Et donc, on va utiliser donc, ces nouvelles épices hein, pour essayer de camoufler un petit peu les odeurs de chacun. Voilà. Donc là, on est dans une époque un peu charnière. Donc, avec avant les alchimistes qui découvrent de nouvelles techniques. Maintenant, on a les explorateurs qui font que les matières odorantes et précieuses, très précieuses pour la parfumerie, voyagent et arrivent en Europe. Et donc, la suite, comme vous la connaissez, ce sera celle des rois qui vont en consommer
puisqu'ils ne se lavent pas non plus beaucoup, hein, il faut se le dire, qui vont aimer le parfum. Mais là, par contre, vu que ces matières sont très précieuses, on ne pourra pas, nous, pauvres gens du peuple, les utiliser. Ce sera uniquement les rois. Donc, les rois, à la cour du roi, on va utiliser tous ces parfums. Alors, dites-moi un roi très connu en France qui a fait des choses bien, mais aussi pas très bien, mais qu'on connaît. Louis XIV. Voilà, très bien. C'est bien, on connaît bien l'histoire de la France et de ses rois et tout, c'est bien. Exactement. Le roi Soleil, notre fameux roi Soleil, qui va aimer la parfumerie. Mais alors attention, à cette époque-là, c'était des parfums qui sentaient très, très, très fort. Mais vraiment, quand je vous dis très fort, c'est vraiment des parfums, vous les mettez, même si vous sentez très mauvais, on ne sent plus votre odeur. On ne sent que l'odeur des parfums. Donc, la concentration est très importante. Voilà. Donc, le fameux roi Soleil qui va aimer ses parfums, qui va même... Donc, il y a même une histoire, une rumeur, mais qui est une rumeur très persistante, hein, parce que je l'ai vu souvent dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de documents, qui parfumait même l'eau des fontaines de Versailles pour que ça sente bon partout. Donc, pour vous dire à quel point, hein, quand on est roi, on n'est pas forcément sain d'esprit. Donc, la cour de Versailles, elle va consommer énormément de parfums. Voilà. Et les besoins, avec des besoins qui vont être grandissants, qui vont être énormes. Donc, si on se dit, ah, je consomme énormément de parfums, mais ça coûte très cher d'importer toutes ces épices et de faire peut-être ces parfums, ces essences dans d'autres pays, qu'allons-nous faire? Nous allons les produire nous-mêmes en France. Et c'est là, à cette époque-là, que la ville de Grasse va devenir la capitale de la parfumerie. Est-ce que vous saviez qu'en France, la ville de Grasse était la capitale de la parfumerie dans le monde? Oui, Christelle, est-ce que tu peux peut-être... Comment as-tu su? Est-ce que tu as été en France Oui, parce que je viens de France, donc si tu veux, c'est des histoires que j'ai entendues. Donc, voilà. la région de Grasse est vraiment devenue la capitale du parfum sous Louis XIV. Voilà, exactement. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, c'est à cette époque-là où on a décidé de commencer à cultiver énormément, à mettre en place des techniques, et je vous présenterai après les techniques d'extraction des parfums, et on verra aussi une petite vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Et donc, c'est vraiment à cette époque-là où tout va se développer. Voilà. Donc, le climat est idéal. On peut cultiver des fleurs, des roses, du jasmin, et on va commencer à apprendre les techniques des alchimistes. On va les utiliser, on va créer d'autres techniques pour vraiment commencer à avoir ces fameux parfums. Donc des parfums que l'on va avoir. Donc là, on est vraiment dans le début de la parfumerie d'aujourd'hui. Hein. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément complet. J'essaie de dire des choses assez simples aussi et de ne pas aller trop loin, parce qu'on pourrait raconter plein de choses, bien entendu. Est-ce que ça va? Oui, pour tout le monde? Ok. Alors, on continue. Ensuite, prochaine étape de la parfumerie et de la découverte de l'eau de Cologne. Est-ce que vous avez déjà utilisé, est-ce que vous êtes déjà parfumé avec de l'eau de Cologne? Mélanie?
Est-ce que tu connais cette fameuse eau de Cologne? Euh, je ne sais pas. Non? Ok, y a pas de souci. La Alors, marque peut-être... Vert. Oui, Daniel? Non, je connais la marque du verre. Oui, effectivement, voilà. Donc ça, c'est effectivement. Mais Et est-ce que vous savez qui a introduit, qui a permis que cette eau de Cologne soit vraiment utilisée de manière un peu plus, de plus en plus, on va dire, populaire. et devenir plus populaire, effectivement? Non? Une femme Ah, peut-être. eh bien non, c'est un Alors un homme. homme qui aimait les femmes. Voilà, oui, certainement. Un homme très important au 19e siècle. Félix. Chanel? Non, Non, non. pas dans ce domaine-là. C'est pas un homme du domaine de la parfumerie. Du tout. C'est plutôt quelqu'un qui va diriger. C'est pas un premier ministre, comment il s'appelle là? Ah, ben non, j'y plus en tête. Non. Alors, je vous donne le début. Na. Ah, Napoléon? Ouais. Ah. Oh mon Dieu, c'est Napoléon. Oui, oui. Voilà. Napoléon et Joséphine qui vont permettre que l'eau de Cologne soit vraiment utilisée. Parce qu'à cette époque-là, après la Révolution, après tout ce qu'il y a eu en France, le parfum, il est boudé. On ne l'aime plus, ce parfum, puisque c'est le parfum, on l'associe à l'image des rois abusifs, des rois qui dépensent l'argent du peuple. Et donc, on ne voulait plus de parfum. Mais Napoléon et Joséphine vont inverser un peu cette tendance, mais vont utiliser un parfum qui sera un peu plus léger, un peu plus frais, puisque l'eau de Cologne, c'est quand même plus léger. Mais ça, on va voir aussi quelle est la différence entre parfum, eau de Cologne, eau de parfum, ne vous inquiétez pas. On va un petit peu voir ça après, puisqu'on ne va pas juste parler que de l'histoire, on va aller un peu plus loin aussi au niveau du parfum, puisque bon, c'est aussi très intéressant. Et donc, voilà. La société, donc les gens du peuple, assez aisés quand même, vont adopter du coup cette eau de Cologne qui sera quand même moins chère, puisque le taux de concentration est moins élevé, beaucoup moins élevé que dans un parfum. Et on le verra après, ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus après. Et donc, c'est moins cher. Si on dit moins cher, c'est plus accessible à la population. Voilà. Et donc, vu que c'est un peu plus accessible, ça va devenir de plus en plus célèbre. Puisque avant, vous vous souvenez, à l'époque du roi Soleil, l'époque classique, les parfums n'étaient utilisés que par les rois. C'était très cher. Donc, on ne pouvait pas, nous, en acheter. C'était impossible. Là, on arrive à une période où le parfum devient de plus en plus démocratique. Il fallait quand même être une personne assez riche pour pouvoir s'en acheter, mais ça devenait un peu plus démocratique. Voilà. Donc, les gens pouvaient quand même en acheter. Donc là, on est vraiment dans un tournant de l'histoire pour arriver à notre parfum d'aujourd'hui. Voilà. Et avec cette eau de Cologne, bien entendu, on va inventer de nouvelles techniques. Par exemple, les techniques d'extraction naturelle. Et j'ai mis 3 L. Bon. Et l'invention, par exemple, de la vaporisation aussi du parfum. Puisqu'avant, c'était des petites gouttes que l'on mettait au niveau des bras et des mains, ici, hein, des poignets, que l'on frottait au niveau du cou, mais ce n'était pas vaporisé, ou pas facilement vaporisable. Voilà. Là, on est en quelque chose de facile à vaporiser. Donc, on est vraiment dans l'invention du vaporisateur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de vos parents ou de vos grands-parents qui utilisaient de l'eau de Cologne? Mm. Moi, oui. Hein. Mes grands-parents, mon grand-père, il utilisait que ça.
Moi, j'ai le souvenir des mémés qui se lavaient pas beaucoup avec l'eau de Cologne à la lavande. Oh, quelle horreur. C'est ça. À Donc, qui il fallait faire mimi. Oh, voilà. Et donc, ce parfum qui me permettait, peut-être encore à cette époque-là, peut-être encore maintenant, je ne sais pas, je sais pas. qui permettait un peu de camoufler hein, les mauvaises Mm, odeurs mm, corporelles. mm. Effectivement. Très bien. Alors, on va continuer avec la belle époque. L'époque où les femmes se parfumaient, où ce parfum était vraiment quand même comme un produit de luxe. Pourquoi? Ben parce qu'à cette époque-là, on va avoir de plus en plus de parfums. Mais attention, des parfums qui vont être faits, qui vont être produits par des grands noms de la parfumerie. Qui sont, dites-moi, des grands noms de la parfumerie française ou autre? Mais je pense que même française à cette époque-là, c'était quand même plutôt des parfums français. Chanel. Chanel, bien sûr, effectivement. On a un exemple ici d'une très belle publicité que j'ai pu trouver sur Internet de cette époque-là. J'étais assez contente, avec une très, très jolie femme. Dior. Dior, exactement. Alors, d'autres exemples? Hmm. Daniel, j'ai pas entendu. Dit Nina Ricci. Oui, Nina Ricci, par exemple. Mais ça, je pense que c'est même encore un peu plus récent, si je me souviens bien. Oui. Mais on va surtout parler de, Hermès. effectivement. Oui, exactement. Hermès, oui. Très bien. Donc, ces fameux parfums, produits de luxe, qui sont créés par quand même de grands créateurs, hein, de grands noms, qui ont quand même une très bonne réputation, hein, puisque la France est quand même la capitale de la parfumerie, de la haute parfumerie, avec tout ce savoir-faire, toutes ces techniques, hein, des techniques aussi qui évoluent à travers le temps. Donc ça, on en parlera un petit peu après, vous verrez. Mais vraiment, il y a différentes techniques. Il y en a beaucoup, beaucoup de techniques, et ces techniques vont évoluer. Voilà. Donc, à cette époque-là aussi, on va associer la parfumerie, donc le parfum, avec la haute couture. Donc, c'est vraiment tous ces noms, hein, ce ne sont pas que des noms pour la parfumerie, hein, ce sont aussi des noms de couturiers très importants. Et donc, voilà, effectivement, Chanel 5, par exemple, hein, le parfum Chanel 5, le fameux parfum, je pense que tout le monde connaît, sauf si on me dit non, non, je ne connais pas. Est-ce que tout le monde connaît ce fameux Chanel numéro 5? Mhm. Oui, hein? Exactement. Ou le Miss Dior, hein, ou l'air du temps de Nina Ricci. Mais ça, je pense que c'est un plus récent quand même que Chanel et Dior. Mais bon, voilà. Euh, donc, la parfumerie, là, est vraiment à son apogée. On est dans une croissance incroyable. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la guerre. Et donc là, on va ralentir les productions, vu que les hommes sont partis à la guerre. Les femmes doivent s'occuper des munitions, des armes, euh, donc font d'autres choses. Mais ça ne va pas quand même euh, impacter tant que ça la parfumerie, parce que dès que la guerre finit, ça va reprendre d'une manière incroyable. Donc la parfumerie va directement reprendre puisque c'est quelque chose en fait que les personnes ont envie d'avoir sur eux. Ça leur fait plaisir. C'est comme si on se disait j'ai un beau bijou. J'ai un beau bijou sur moi qui a coûté cher. Le parfum, c'est un petit peu ça. Voilà. Ou j'ai une belle robe. Au lieu d'avoir une belle robe, je mets un bon parfum, Chanel 5, par exemple, sur moi. C'est un petit peu ça. Un peu cet esprit. Alors, on continue vers vraiment le parfum, la parfumerie de maintenant. Donc là, dans les années 50, on est dans le début de la démocratisation des parfums. Tout le monde peut s'en acheter, ce n'est plus un produit de luxe. On est vraiment dans le parfum, on peut en acheter, même si ce sont des grands noms, mais il y en a de plus en plus.
Voilà. Énormément de parfums. Alors là, je vous ai mis une publicité des années 50 de Guerlain, l'habit rouge pour hommes, puisqu'il y a aussi, bien entendu, des parfums pour femmes et pour hommes. On continue sur la même lancée, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les années 50 avec la démocratisation des parfums. Alors, Eau de sauvage de Christian Dior. On le connaît bien celui-là. Sauvage. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous vous rappelez de la publicité, la fameuse publicité avec un acteur assez connu de Sauvage? Du parfum sauvage? Non? Johnny Depp. Ah, très bien, merci beaucoup. Johnny Depp, effectivement. Notre fameux Johnny Depp, non? Bon, là, c'était dans les années 50, donc il n'était pas encore né. Voilà. Donc là, les années 50, c'est vraiment la démocratisation des parfums. Ce n'est plus un produit de luxe, mais c'est un produit qui est accessible à tous. Voilà. On a dans les années 50 le fameux petit courant hippie avec le patchouli. Voilà. Donc là, on aime bien ce genre de parfum. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas. Mais on a aussi des eaux fraîches. Et c'est vraiment à cette époque-là où on en a de plus en plus d'eau fraîche. Donc les eaux qui sont très, très légères en concentration, telles que le légendaire habit rouge de Guerlain ou l'eau sauvage de Dior pour les hommes. Voilà. Les hommes, du coup, délaissent l'eau de Cologne pour des parfums un peu plus avec un nom un peu plus important, comme Dior, comme Guerlain. Donc voilà, on est dans ce genre de parfum maintenant, plutôt dans des parfums, dans des eaux. Des eaux fraîches, des eaux sauvages. Voilà. Très bien. Les années 80. Donc là, on est plutôt dans des parfums qui vont redevenir un peu plus puissants en odeur, où là, on va essayer de mettre en avant la virilité des hommes, la puissance des hommes. Donc là, vous voyez, on est vraiment, on est dans des parfums au début avec l'aura soleil très très puissant en odeur, puis on va dans quelque chose qui est plus léger avec les eaux de Cologne, et on revient tout doucement à quelque chose qui est plus fort aussi. Enfin, on est vraiment, voilà, dans des tendances assez différentes de chaque année. Enfin, chaque décennie, par exemple, voilà, ça change, ça évolue, ça change beaucoup. Si on est d'abord sur un parfum léger, quelques années après, peut-être qu'on voudra quelque chose de plus puissant. Voilà. Donc là, on revient à des parfums très, très puissants au niveau des odeurs et donc au niveau des concentrations, bien entendu. Et pour arriver dans les années 90 ou dans les années 90, comme on dit en Belgique, avec des parfums renouveaux, plus doux et qui sont un peu plus, qui sont purs, un peu plus purs. Voilà. Donc là, on est plutôt dans des parfums liés à des, par exemple, un parfum ou une eau où on va sentir, par exemple, le citron. Donc, quelque chose qui va être plus proche de la réalité. Voilà. Quelque chose vraiment de plus proche de ce qu'il y a dans la réalité. Voilà. Et puis donc, c'est l'apparition des fameux parfums aussi gourmands dans ces années-là 90 avec normalement, enfin Angèle de Thierry Mugler en 92. Enfin, personnellement, moi, je l'aime pas. J'aime pas trop ce genre de parfum, mais ça, on va en discuter après aussi. De quel parfum vous préférez? Donc, on va en discuter. Est-ce que quelqu'un porte ce fameux parfum d'Angèle? Je voudrais pas choquer. Ou a déjà porté ce fameux parfum? Oui, moi. Oui? Oui, Ah! depuis le début, ça fait des années maintenant. Oui. Oui, effectivement. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va parler, c'est qu'à partir du moment où on a trouvé son parfum, puisque chacun peut avoir vraiment... Enfin, on a chacun un parfum peut-être de prédilection que l'on préfère. Et c'est vrai que quand on a trouvé son parfum, on garde le même parfum au fil des années. Enfin, moi, je fais la même chose.
Oui. Mais c'est vrai que Oui, je suis c'est d'accord. pas pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça, effectivement. C'est vrai que moi, je connaissais des amis qui se parfumaient avec ce parfum-là. Je trouvais que sur elles, ça allait très bien. Mais moi, par contre, dès qu'elles essayaient de m'en mettre, je trouvais que c'était horrible. Exactement. Oui, oui. Sam, tu disais que tu étais d'accord aussi? Quand um, je trouve des parfums que je préfère. Oui, Um, je, je prends toujours. c'est ça, exactement. Moi Mhm. aussi. J'ai mon parfum que je porte et que j'ai besoin. Dès que j'en ai plus, il faut que j'en rachète un. Puis j'en ai des autres que j'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours plus ou moins le même parfum que je vais porter depuis un petit moment. Elisa? Oui. Pour moi, c'est un peu différent parce que j'ai fait une association entre le parfum et mon humeur. Alors, si Ah, je suis contente, j'utilise un parfum. Si je suis triste, c'est une autre. Et bon, si on sort quelque part, c'est différent. oui, Et le printemps, c'est différent de l'hiver. Alors, je change tout, régulièrement, je change de oui, parfum. Et en général, j'ai beaucoup de parfums au même temps. oui. Bon, ça pareil, hein. J'ai plusieurs flacons. Je me suis dit, je vais pas tous les montrer parce que sinon, ça va faire un peu. Oh là là, Céline, c'est un peu exagéré. Non, je comprends. J'ai aussi plusieurs parfums et effectivement, peut-être des parfums, comme vous dites, hein, Elisa, je vais plutôt utiliser peut-être un parfum quand je me sens vraiment joyeuse ou que je me dis, ah là, je dois aller à un mariage ou quelque chose où je vais porter spécifiquement parce que je sais qu'il va durer peut-être plus longtemps. Euh, mais effectivement, moi, je reviens quand même toujours au même. J'ai toujours le même flacon chez moi. Alors, Pilar, oui, est-ce que tu voulais partager avec nous? Oui, merci beaucoup, Céline. C'est ça que je veux dire. C'est que je pense aussi que les personnes me rappellent des personnes et même des moments de ma vie. Alors, des C'est ça. fois, même si je sens le parfum dans une autre personne, ça me rappelle des personnes que j'ai connues avant, Oui, et même mes exactement. anciennes amoureuses aussi. Alors, Je comprends. c'est drôle, mais c'est ça. Alors, je pense que c'est aussi une chose que c'est important. C'est un petit peu comme la mystique. Oui, Oui, c'est ça. oui, je comprends, effectivement. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que il y a certains parfums que quand je les sens, par exemple, ça me rappelle, par exemple, ma grand-mère qui est décédée. Et je me dis, oh, c'est son parfum, c'est son odeur. Oui, c'est vraiment, c'est imprégné. Voilà, c'est imprégné en nous et ça peut nous rappeler des souvenirs, des personnes. Ça peut nous rappeler beaucoup de choses, effectivement. Mélanie, oui, est-ce que tu veux aussi discuter par rapport à ça? Euh, non, je suis contente parce que quand nous discutons le parfum rappelle que personne, euh, c'est la même chose pour moi. Oui, Quand je sens le son de mon père, oui, surtout, euh, je sais, je sais qu'il est là. oui, Donc, exact. yeah. Oui, je comprends, effectivement. Mais on va en reparler après. Je vous ai fait une petite partie là-dessus aussi. Mais c'est bien, on a déjà entamé la conversation. Ça me fait très, très plaisir. Donc voilà. Donc les années 50, cette démocratisation, donc tout le monde peut voilà, acheter du parfum et on est vraiment dans voilà, ce que l'on vit maintenant, ce que l'on peut vivre maintenant, où on peut aller au magasin, acheter un parfum. Et bon, il y a des parfums qui coûtent plus cher. Alors, en fonction aussi de si c'est un parfum ou un autre parfum. Mais ça, on va en discuter juste après. Promis, vous allez voir, je vous ai tout mis après. À la suite. Alors, j'adore Dior. Donc, dans les années 2000 jusqu'à maintenant, on est vraiment dans la parfumerie 2.0. Donc, on a de nouvelles techniques. Les parfums
ont de bouteilles incroyables. On a des odeurs de plus en plus diverses, variées, et vraiment, on est vraiment dans une période où le parfum va changer. Voilà, changer énormément grâce aux techniques que l'on va parler après, mais aussi par rapport à cette démocratisation, puisqu'on peut imaginer que dans les années 50, ça coûtait quand même un certain prix, mais maintenant, ça coûte quand même de moins en moins cher, vu qu'on produit en masse, on produit en grande quantité ces parfums. Et donc voilà, je vous ai mis la petite robe noire, un parfum que j'aime beaucoup aussi. Et donc, nous avons plusieurs tendances maintenant dans la parfumerie. On n'est plus dans, voilà, soit on est dans des parfums qui sentent très très forts, ou alors on est dans des parfums qui sentent très légers. Non, c'est un petit peu de tout. Là, maintenant, on est un petit peu dans tout. On touche un petit peu à tout. On essaye de satisfaire un peu tous les clients. Voilà, le parfum est plutôt quelque chose que l'on va porter et qui va être quelque chose qui va nous aller et pas pour dire ah voilà, je dois absolument acheter du Chanel. Puisqu'à une période, c'était oh, le Chanel, c'est un super parfum. Mais il y avait peut-être des personnes sur qui ça n'allait pas. Et on vient d'en parler. Donc là, on est vraiment on satisfait un petit peu tout le monde, un peu les envies de tout le monde. Et on crée des parfums sensuels, des parfums un peu plus authentiques, toutes sortes. On est vraiment dans toutes sortes de parfums. On crée un maximum d'éventail d'odeurs pour satisfaire tout le monde. Voilà. Et on est aussi dans des parfums, par exemple des parfums masculins qui vont être un peu plus dans la tendresse. Puisqu'avant, c'était plutôt des parfums, ah, c'est un homme, donc ça doit être un parfum qui sent fort, qui sent la virilité. Eh bien non, les hommes peuvent être tendres aussi. On n'est pas du tout dans des parfums où on a des clichés, si vous voulez, parce que c'était un petit peu ça à une certaine époque. Donc voilà. Pour les femmes, on ose maintenant l'impertinence, un peu des parfums un peu plus chargés en odeur peut-être aussi. Et il y a aussi des parfums mixtes. Et ça, vous avez certainement dû en voir au magasin, où vous regardez un parfum et vous vous dites, alors c'est pour les hommes ou c'est pour les femmes? Eh bien non, c'est pour les deux. Mon mari a eu cette blague-là à Noël quand il a voulu m'acheter un parfum et il ne savait pas si c'était un parfum pour femme ou pour homme, mais s'il n'y avait absolument rien d'écrit. Et la vendeuse lui a dit, bah non, c'est un parfum qui peut aller aux deux, donc qui est mixte. Donc, il était assez étonné, mais oui, voilà, ça existe. Donc, il y a des parfums qui peuvent aussi aller aux deux. Ce n'est plus un problème. Voilà, on est dans une époque assez moderne où les parfums, on peut acheter énormément de parfums. Les odeurs sont totalement différentes, donc on n'a plus de problème par rapport à ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà acheté un parfum mixte? Dit mixte. Ah, Barbe, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est pas moi, mais ma soeur porte un parfum qui est vraiment mixte. Mais je crois que j'aime le sang, mais je ne sais pas si c'est pour elle, je ne sais pas. Voilà. Tu sais pas si c'est vraiment parfum femme ou parfum homme. Voilà, c'est un mixte, c'est ça, un mixte. Donc, qui pourrait aller aux deux. Effectivement, très bien. Mais ça sent bon. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est le plus important, un parfum qui sent bon. J'espère pour vous que vous achetez des parfums qui sentent bon pour vous, puisque ça, c'est le plus important. Il faut que ça vous aille. Un peu comme un vêtement. En fait, un parfum, c'est vraiment comme un vêtement. Si un vêtement n'est pas adapté à vous, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. C'est la même chose avec les parfums. On essaye, quand on est adolescent, enfant, ou même parfois adulte, on teste, mais il y a des parfums qui ne nous conviennent pas. Par exemple, moi, c'est tous les parfums de type alien ou ce genre de choses. Moi, ça ne me convient absolument pas. Je n'aime pas ça. Ça ne va pas bien sur moi. Effectivement. Très, très bien.
Alors, on en a fini avec cette histoire de la parfumerie. J'ai vraiment essayé d'aller au plus simple et de ne pas aller dans trop des détails parce que, bon, on pourrait dire plein de choses et je pourrais vous tenir pendant des heures et des heures pour vous parler juste de la parfumerie, l'histoire de la parfumerie. Mais là, on va aussi un petit peu parler du parfum et je vais vous laisser un petit peu plus parler et moi un peu moins parler puisque le but aussi, c'est de vous faire parler. Et donc, pour introduire cette petite partie sur explication du parfum, quel parfum vous préférez, quelle odeur, essayer d'un petit peu décortiquer ce parfum, je vous ai mis une citation de Christian Dior qui nous dit « Le parfum d'une femme en dit plus sur elle que son écriture ». Est-ce que vous savez ce que ça signifie, cette citation? Pour vous, là, on est pour vous. Hein. Vraiment, selon vous, qu'est-ce que ça signifie, cette citation de Christian Dior? Eh bien, par le choix de son parfum, elle définit sa personnalité. Quelqu'un qui a un très fort caractère va peut-être prendre un parfum qui est très, très odorant. Oui. Quelqu'un de très timide va avoir un parfum très léger. Exactement. Donc, ça détermine sa personnalité. Exactement, oui. C'est vrai. Très, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire autre chose? Alors, je vais peut-être lancer Pilar ou Patricia, Susanna. Est-ce que vous voulez parler, nous dire votre avis, hein? C'est vraiment là votre avis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Non? Personne? Bon. Ben, Christelle, on va rester sur ces bonnes paroles alors. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi que le caractère d'une personne détermine quel type de parfum elle va s'orienter. Oui, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, on va commencer avec les procédés d'extraction pour faire des parfums. Comment on fait un parfum? Parce que c'est important. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà vu des reportages pour savoir comment on fait un parfum? Comment on en arrive pour avoir cette odeur particulière qui va nous charmer ou non? Parce qu'on ne peut pas aimer toutes les odeurs, bien entendu. Non? Ah, donc c'est bien, je vais vous apprendre quand même quelque chose aujourd'hui. Alors, je vais aller très très vite pour expliquer un petit peu les différents procédés, mais on ne va pas rentrer dans les détails, parfois c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a deux procédés d'extraction de la matière qui sont différentes. Pour les produits qui vont être naturels et les produits de synthèse. Donc, vous comprenez, produits de synthèse qui sont créés uniquement en laboratoire. Donc ça, moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Ce qui est plus intéressant, par contre, c'est par rapport aux produits naturels. Comment d'une fleur, on va arriver à avoir ce parfum, cette essence de parfum. Voilà. Et donc, on a différents procédés. Pardon. C'est par exemple la distillation. Donc là, la distillation, c'est une pratique qui a été créée durant l'Antiquité. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose qui est très, très ancien, qu'on utilise toujours, mais de moins en moins. Voilà, puisque dans la parfumerie traditionnelle, on a besoin d'un produit qui va durer quand même quelques heures. Et la distillation, malheureusement, le parfum ne va pas durer aussi longtemps. Voilà. Donc, ce procédé, en fait, c'est à partir de pétales de fleurs ou de graines, d'écorces, par exemple. On va donc les distiller dans un alambic. Alors, on ne va pas aller trop loin, mais imaginez-vous, on les distille dans un produit, dans un liquide, et on va les chauffer. On va chauffer ce liquide avec ces plantes. Voilà. Et c'est ce qui va permettre, en fait, d'avoir des huiles essentielles. Donc, la distillation, c'est ce qui permet d'avoir les huiles essentielles, en fait. Donc, chauffer un liquide avec les plantes, avec les fleurs, les pétales, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est le premier procédé, la distillation. Alors, on a aussi donc l'extraction au solvant volatile. Là, c'est ce qui permet en fait de dissoudre
les composants parfumés, par exemple, de la plante. Donc, vous avez une plante avec de l'odeur. On va aussi la mettre dans un solvant qui va ensuite s'évaporer. Voilà. Donc, on met en gros, de manière générale, on va mettre des fleurs dans une grande cuve, voilà, qui s'appelle un extracteur. Une fois l'extracteur qui va être fermé, donc cette cuve, on la ferme, le contenu qui est plongé dans un solvant, en fait, dans de l'éthanol, dans de l'hexane, donc des produits chimiques. Donc, ça va macérer, en fait. Donc, tout va rester dans ce solvant. Et ça va permettre d'avoir ce fameux parfum. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Alors, l'exemple qu'aujourd'hui, je vais un peu plus vous parler, un peu plus sérieusement, c'est l'enfleurage. Voilà. Et je vous ai mis une petite vidéo sur ce fameux enfleurage. Et cette vidéo, en fait, elle est tirée d'un film qui s'appelle Le Parfum. Voilà. Donc, Le Parfum, c'est le titre d'un livre qui a été écrit par Patrick Suskind. Je le dis peut-être mal, hein, j'avoue que je ne sais pas du tout comment on le prononce correctement, mais ce n'est pas grave. Et donc, c'est un film où on revient à l'époque du XVIIIe siècle. Voilà. Et on va parler d'un jeune qui a un nez. Est-ce que vous connaissez l'expression avoir un nez en français? Non? Donc, c'est une personne, en fait, qui sent toutes les odeurs. Donc, qui peut sentir quelque chose et qui va vous dire, voilà, ça, c'est de la rose, ça, c'est telle plante, voilà. Quelqu'un qui peut sentir vraiment toutes les odeurs, mais ça peut être aussi gênant, puisque du coup, elle sent vraiment toutes les odeurs, même les mauvaises odeurs. Voilà, et avoir un nez. Et donc, c'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille. Bon, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire. Si vous voulez, regardez le film. Moi, j'aime bien. J'ai adoré le livre, Le Parfum. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre en plus pour apprendre sur les procédés d'extraction des parfums. On apprend énormément sur la parfumerie de l'époque. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très, très intéressant. Alors, on va regarder. Il n'y a pas vraiment de son intéressant ou de choses à écouter très intéressantes, mais c'est vraiment de regarder. Qu'est-ce que c'est que cette technique d'enfleurage? Alors, on regarde. Allez, travaillez un peu. Voilà, vous voyez, c'est très court, mais on voit quand même ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font avec ces fameuses planches de bois? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ici, ce truc blanc. C'est de la graisse. Voilà. Donc, l'enfleurage. Excuse-moi, la graisse de porc, la graisse de... Alors là, je n'ai pas été aussi loin dans les explications. Parce que la graisse a une odeur, hein? Oui, effectivement. Donc là, par contre, je n'ai pas été aussi loin dans... Oui, je regarderai ce que c'est... Effectivement. Mais je sais qu'à un moment donné, on utilisait, alors je vais revérifier dans mes documents, de la graisse de baleine. Donc ça, c'était fortement utilisé pour l'ambre dans les techniques aussi d'extraction. Oui, et la graisse de baleine, elle est utilisée dans les produits cosmétiques. Exactement. Et on l'utilisait aussi, et on l'utilise encore dans la parfumerie. Ouais. Donc effectivement, là, j'avoue que je n'ai pas été aussi loin dans, dans mes recherches. Juste une question. Il n'y a pas de souci, mais c'est une très bonne question. Donc voilà, c'était à l'époque, donc au XVIIIe siècle, c'était une méthode vraiment très, très développée et qui a été mise au point à Grasse, donc en France. Hein. Donc ça consiste en fait à emprisonner donc, les fleurs dans des couches de graisse que l'on dispose sur des plaques. Hein. Vous voyez, entouré d'un châssis de bois, on appelle ça un châssis. Voilà, donc de bois. Donc ça fait des plaques
d'accord, avec de la graisse, on met les fleurs et ça va, la graisse en fait va absorber, si vous voulez, les senteurs, donc les odeurs de la fleur. Et donc ce contenu qui va être à cette époque-là très, très cher, c'est ce qu'on va appeler en fait l'absolu des pommades, puisque ça va donner en fait des pommades. Enfin, la matière première en tout cas, cette graisse parfumée. Ça va être de la graisse en fait parfumée. Alors, je regarde si j'ai d'autres ici. Et donc, il y a deux types d'enfleurage, à froid ou à chaud. Donc, cette technique d'enfleurage était déjà utilisée dans l'Antiquité aussi. Hein, donc, les Égyptiens l'utilisaient déjà aussi. Voilà. Et oui, non, je n'ai pas plus d'informations ici. Et cette technique, après, a été un peu abandonnée pour d'autres techniques qui enfermaient un petit peu mieux l'odeur, hein, pour avoir une odeur bien plus forte et qui dure plus longtemps. Mais il paraît qu'à Grasse, on en revient de plus en plus à utiliser cette technique chez les parfumeurs parce que ça permet quand même de capter un petit peu mieux les odeurs. Donc, j'ai lu dans plusieurs articles et j'ai vu dans plusieurs documentaires que ça revenait de plus en plus. Ils essayaient de réutiliser cette technique parce que ça permettait en fait d'avoir une odeur vraiment pure en fait. Donc, on verra peut-être que d'ici quelques années, vous entendrez ce fameux mot d'enfleurage. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu des émissions sur cette technique pour... voilà, non. Aucune? Non. Alors, je vous conseille, parce que j'ai regardé bien entendu des émissions, je vous conseille de regarder C'est pas sorcier. Donc, c'est des petits documentaires comme ça faits en France qui sont très très bien faits et il y en a un qui parle du parfum, de la parfumerie et qui parle de cette technique. Donc voilà, c'est pas sorcier, je vous le conseille. Il est sur Internet, sur YouTube, on peut le voir. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec les matières premières. Voilà. Puisque, bien entendu, si on parle de parfum, il faut d'abord parler des matières premières. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe en parfumerie plus de 1000 matières premières naturelles et plus de 3000 matières premières de synthèse. Donc là, qui sont fabriquées en laboratoire. 3000. Alors, j'ai lu le dernier article que j'ai lu, le plus récent, donc qui datait de 2020, il disait qu'il y avait plus de 4500. Donc, ça veut dire que même par rapport à ça, il y en a encore même plus, qu'il y a encore plus de matières premières naturelles et, bien entendu, on va dire chimiques, fabriquées en laboratoire. C'est quand même énorme. Est-ce que vous connaissez autant de matières premières? Est-ce que vous vous dites, waouh, c'est énorme ou est-ce que vous dites non, ça me paraît logique? C'est énorme pour moi. Oui, effectivement. Sam, qu'est-ce que tu en penses de ces 4000, 4500 matières odorantes? Est-ce que ça te semble beaucoup ou pas? Je pense que c'est trop. Il y a beaucoup. C'est exactement. Effectivement. Mélanie, est-ce que tu veux nous donner ton avis par rapport à ces chiffres, ces nombres? La différence est très, très grande. Exactement. Moi, effectivement, ce qui me choque aussi, c'est la différence entre le 1000 et le 3000. Comment peut-on arriver à 3000 odeurs de synthèse, donc des odeurs vraiment fabriquées en laboratoire? C'est énorme. Donc, c'est vrai que je me dis, à la fin de ce cours, j'irai bien regarder mon eau de parfum, parce qu'attention, moi, j'utilise de l'eau de parfum. Et j'irais bien regarder en me disant, mais au final, quelles sont les matières chimiques
utilisé. Oui, effectivement, c'est vraiment incroyable. Mais chaque année, il y en a de plus en plus qui sont développés. Donc, ça veut dire que chaque année, il y en a de nouvelles. Voilà, donc c'est vraiment incroyable. Alors, on va continuer avec ces matières premières et avec les familles olfactives. Puisque si, bien entendu, on parle de parfums et de matières premières, d'odeurs, on va les classer. Voilà, les classer en fonction de ce qu'elles représentent. Et donc, nous avons les floraux, donc tout ce qui est fleurs, hibiscus, iris, jasmin. Et c'est la famille vraiment la plus importante. Hein. Donc, je pense que j'avais lu, il y avait dans les floraux, c'était peut-être dans les 80%, c'était les floraux. Voilà, dans toutes les matières premières. Alors, on a les chyprées, donc mousse de chêne, bergamote, voilà, des parfums qui vont être très puissants, qui vont être persistants, donc dans le temps. Les fougères, donc tout ce qui est lavande, camomille, etc., qui vont donner plutôt des notes aromatiques ou boisées. Alors, on a le cuir, la famille olfactive du cuir, hein, d'accord? Donc là, ce sera plutôt l'utilisation de bouleau, donc voilà, de styrax ou de choses comme ça. Et donc là, ça va plutôt rappeler l'odeur du cuir. Voilà, pour avoir une odeur un peu plus... voilà, quand vous achetez un divan ou vous achetez une nouvelle voiture avec du vrai cuir ou même un vêtement, je ne sais pas, hein, peu importe, vous avez cette odeur bien particulière. Et donc là, on va essayer de retrouver cette odeur-là par des plantes, par les arbres, l'écorce d'arbres. Voilà. C'est ce qu'on a aussi... quand on fait des whiskies, hein, par exemple. Hein. Je sais que quand vous avez des whiskies qui sont un peu plus, où on a cette odeur un peu plus peut-être de cuir ou de bois, mais c'est pas parce qu'on a utilisé ces matières-là, mais c'est plutôt par rapport à ce qu'on a mis dedans. Alors, les boisés, donc par exemple le cèdre. Donc là, ce seront plutôt des odeurs que l'on va associer à des parfums qui seront un peu plus masculins. Voilà. Donc ça, c'est plutôt vraiment, on utilise vraiment cette famille-là dans des parfums plutôt masculins. Les orientaux, et donc vous comprenez pourquoi, hein, tout ce qui est épices, vanille, l'ambre, etc. Donc là, ça va plutôt donner des parfums un peu plus chauds, sensuels. Et les fameux hespéridés qu'on a déjà parlé avec l'eau de Cologne. Donc là, tout ce qui est citron, verveine, etc., qui vont donner des parfums ou des eaux fraîches, toniques. Ça va être léger, hein, ça va être une odeur assez légère. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes familles. Alors, petite question. J'y ai réfléchi moi-même. Hein. Quelles sont pour vous les odeurs que vous allez, les familles olfactives qui sont pour vous les plus importantes dans votre choix de parfum? Alors, Norcélia, je pense que je t'avais posé la question. Ou peut-être pas, c'est peut-être pas à toi, mais je ne sais pas. Mais je vais te poser la question. Alors, moi, j'aime bien les parfums fruités, pour le coup. Ouais. Et là, ce qui pourrait peut-être m'attirer, floraux, très simplement. Ouais. Et peut-être orientaux, et encore, je suis plus sur floraux. Oui. M'attirent moins. Ouais. Voilà. Donc, plutôt les hespéridés et les floraux. Floraux orientaux. Oui. Ouais. Ok, très bien, merci beaucoup. Moi, c'est les deux familles aussi que je préfère, hein. Les autres, pas du tout. Voilà. Elisa, peut-être pour toi, quelles sont les familles olfactives qui t'attirent le plus dans les parfums? La même chose. Premièrement, les péridés, après les floraux et peut-être le cyprès. Oui, effectivement. Mais les floraux, la famille des floraux, c'est vraiment la famille la plus importante. Hein. Ça, c'est j'avais lu des statistiques, c'était vraiment très, très importante. Magda, toi? Oh, on t'entend pas, Magda. Pour moi, c'est pareil, floraux aussi. Cuir, non, pas vraiment. Non,
Oh, Oui, très mais bien. je m'accroche. Mon parfum préféré, c'est Si Ah, de Armani, de Giorgio Armani. Et ouais, puis, j'ai aucune idée ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas. exactement. Honnêtement, je vais faire un peu de recherche là. Exactement. Après le cours, il y a tout le monde qui va rechercher en se disant, mais Je vais qu'est-ce qu'il y a m'enregistrer dans mon parfum? flacon, peut-être. Exactement. Est-ce que c'est une matière naturelle ou chimique? Voilà. Exactement. Très bien. Barbe, pour toi? Je pense que pour moi, je n'aime pas les floraux. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que pour moi, je suis un peu hippie. Oui. Et je pense que je choisis le boissé Ah, d'accord. et peut-être comment est-ce qu'on dit, fougère? Fougère? Fougère. Fougère, oui, c'est ça. Oui, exactement. Alors, on va demander à ton mari qui est juste à côté. Oui, Et il pour lui, cache ici. bonjour, bonsoir. Quelles seraient pour vous les senteurs pour vos parfums? Moi, je ne sais pas. Peut-être la cuillère et le boissé, je pense. Oui, Oui. boisé, oui, effectivement. Mais boisé, c'est vraiment voilà, la famille olfactive qui est la plus utilisée dans les parfums masculins. C'est pas pour dire que c'est un cliché, mais c'est vrai. J'avais lu des statistiques et c'était vraiment très, très important. Donc voilà, effectivement. Très bien. Donc, les floraux, on peut remarquer déjà rien qu'en demandant à deux, trois personnes ici dans ce groupe, c'est déjà quand même voilà, une famille olfactive qui est quand même assez importante. Effectivement, très bien. Alors, on va continuer maintenant avec le classement des parfums. Alors, quand je dis parfum, c'est vraiment de manière générale, par taux de concentration. Voilà. Alors, on a d'abord le parfum qui coûte plus cher, qui a un taux de concentration de 20 à 40% et qui va avoir une longévité de 12 heures, plus de 12 heures. Voilà. Les eaux de parfum, et moi, voilà, ça c'est pour moi ce que je vais utiliser. Le parfum pour moi est trop fort. Donc moi, personnellement, je prends toujours que des eaux de parfum. Et j'ai vérifié, hein. Tous mes parfums, ce n'est que des eaux de parfum. J'ai vérifié. Et je me suis dit, ah oui, c'est pour ça. Et donc là, on a un taux de concentration de 15 à 20% et une longévité de 8 à 12 heures. Après, c'est vraiment une moyenne, hein, d'accord. Moi, le parfum que j'ai de Guerlain, il dure plus longtemps que ça, hein, je peux vous l'assurer, hein. Le parfum, même des fois, je lave à la machine, je sens encore l'odeur sur mes vêtements. Alors, on a l'eau de toilette, où là, on a une concentration de 5 à 15% et une longévité de 6 à 10 heures, une moyenne, bien entendu. L'eau de Cologne, où là, c'est de 2 à 5% de concentration et une longévité de 4 à 6 heures. Et l'eau fraîche, de 1 à 3% de concentration et une longévité de 2 à 4 heures. Alors, petite question. Qu'est-ce que vous utilisez? Un parfum? L'eau de parfum? L'eau de toilette? L'eau de Cologne ou de l'eau fraîche? Mélanie, dis-nous dans tes choix de parfum. Vers quoi tu irais plus facilement? Je préfère eau de toilette. Eau de toilette, oui. Ouais. Moi, pareil, hein, je pense que c'est un peu plus léger quand même que le parfum et ça donne moins mal à la tête. Oui, oui, moi aussi. Oui, voilà. Donc, très sensible. Moi, je suis très, très sensible au parfum. Donc, je prends toujours que des eaux de parfum, effectivement. Très bien. Alors, je vais demander à Daniel et à Charles, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous achetez plutôt, peut-être? Utilisez aussi. On utilise l'eau de Cologne. Ah, l'eau de Cologne, donc qui est un peu plus légère, un peu plus fraîche, qui donne de la fraîcheur. Très, très bien, effectivement. Alors, peut-être Sam, toi, qu'est-ce que tu Je pense que l'eau de toilette, c'est la plus commune, non? Oui, pour les hommes, effectivement. C'est un peu plus commun Oui. de prendre de l'eau de toilette, effectivement. Oui, c'est vrai. L'eau de toilette ou l'eau de Cologne? J'avais vu des chiffres et c'était un peu plus dans ces choses-là. Oui, très bien. Donc, quelque chose d'un peu plus léger.
Parfait. Donc, Sam est un peu plus discret alors, s'il utilise de l'eau de toilette. Non, je rigole. Hein. Je fais juste Pas, un petit clin. pas maintenant, mais quand, you know. Quand tu étais jeune, un petit Oui, peu. à la fête, oui, dans la toilette. C'est ça, exactement. Non, non, mais l'eau de toilette, c'est vrai que c'est un peu plus... Enfin, beaucoup d'hommes utilisent des eaux de toilette. Ouais. Est-ce que quelqu'un ici utilise vraiment un parfum? Enfin, achète vraiment du parfum? Non? Hmm. Voilà, donc on est tous plus ou moins aussi dans de l'eau de parfum alors. Et puis, tu sais, c'est aussi une histoire de coût. Effectivement. Voilà. Le parfum est effectivement plus cher. Plus cher. Voilà, vu que la concentration est plus importante, donc effectivement, ça coûte plus cher. Mais moi, personnellement, voilà, le coût, tant que le parfum sent bon, ça ne me dérange pas. Ouais, je suis comme ça. Vraiment, le parfum, en fait, ça me donne mal à la tête. C'est trop fort pour moi. Je ne supporte pas les parfums. Et parfois, des fois, même quand je vais dans une parfumerie, c'est une catastrophe. Des fois, il y a trop d'odeur et là, pouf, directement, j'ai très mal à la tête. Donc voilà. Très bien. Alors, on va continuer avec alors quelque chose peut-être un peu plus technique, mais bon, on va terminer doucement sur ce genre de choses avec les différentes notes. Est-ce que vous savez que dans un parfum, il y avait 3 notes? Alors, il y a les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Alors, les notes de tête, ce sont les notes les plus volatiles. En fait, ce sont les premières que l'on va sentir. Donc, quand vous sentez un parfum, les premières odeurs, on va dire que vous sentez, ce sont les notes de tête. Voilà. Et c'est souvent cette odeur, ces notes de tête, qui vont vous donner cette première impression de j'aime ou je n'aime pas ce parfum. Donc, les notes de tête sont très importantes. Les notes de cœur, ensuite. Donc, les notes de cœur arrivent à partir du moment où ces notes de tête diminuent, puisqu'elles ne durent pas très longtemps, ces notes de tête. Donc, les notes de cœur, donc, elles vont être moyennement volatiles, donc elles vont durer un peu plus longtemps. Voilà. Ça va être souvent les notes un peu plus fleuries, comme le jasmin, la violette. Moi, j'adore la violette, l'odeur de la violette dans un parfum, j'aime beaucoup. Ou les notes fruitées. Donc, si vous sentez une odeur un peu plus fruitée, c'est vraiment ces notes de cœur. Fleuries ou fruitées, c'est vraiment ces notes de cœur. Mais qui vont être un peu plus puissantes et qui vont rester un peu plus longtemps. Donc là, on parle de plusieurs heures. Voilà. Donc, imaginons les notes de tête. Souvent, ça dure entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure. Les notes de cœur, là, on est plutôt dans du 2, 3, 4 heures. Voilà. Et puis, les notes de fond. Alors, les notes de fond, ce sont des notes qui sont vraiment très peu volatiles. Donc, c'est ce qui va rester sur vous. Donc, si vous avez un parfum qui dure peut-être pendant 8 heures, ce sont vraiment les dernières notes qui vont rester sur vous. Voilà. Et donc, l'odeur va être persistante. Voilà. Et donc, aussi, ces notes de fond, c'est ce qui va permettre un peu de fixer l'odeur de votre parfum sur vos vêtements. Enfin, moi, personnellement, je mets très peu de parfum sur mon corps, mais plutôt sur mes vêtements. Je ne sais pas si tout le monde fait ça. Voilà, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Donc, voilà, les notes de fond. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces différentes notes? Non? Eh bien, voilà, je vous en apprends. Mais est-ce que vous aviez déjà senti peut-être une différence ou pas du tout? C'est très léger, hein, après, sincèrement. Non? Je pense que vous réfléchissez, là, vous vous dites pas vraiment. Non. Et en fait, ce que tu veux dire, c'est que quand tu sens, tu peux définir les notes de tête, les notes de corps et les notes de fond. Voilà. Ça ne doit pas avoir le nez. Hein. Oui, voilà. On n'est pas tous experts ou expertes en odeur. Mais oui, effectivement.
on peut, voilà, dans un parfum, bien entendu, il y a différentes molécules et donc ces molécules vont effectivement être plus ou moins volatiles. Voilà, effectivement. Donc voilà, bon là c'était juste pour vous expliquer quand même quelque chose d'important parce qu'en parfumerie, en fait c'est important. Ça c'est important pour établir le parfum. Voilà, chaque parfum a ses notes de tête, ses notes de cœur et ses notes de fond. Donc ça c'est quelque chose de très important en parfumerie. Bon, nous en tant que non-experts, on ne fait pas très très attention à ça. Mais peut-être que maintenant, vous allez y réfléchir et quand vous allez mettre votre parfum, vous allez essayer de sentir les différentes notes et de voir s'il y a une différence au fil des heures. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux petites questions pour terminer cette petite soirée sur la parfumerie. Alors, question importante, quel est votre parfum préféré et pourquoi? Et ça, c'est peut-être une question un peu difficile, mais on vient de voir des choses qui vont peut-être vous donner des indices, qui vont peut-être vous permettre de savoir le pourquoi vous aimez un parfum ou non. Qu'est-ce que vous préférez? Magda, moi j'ai envie de savoir, Magda, dis-nous. Mais dis donc, alors là, personnel, Céline. Je sais. Oui, très personnel. Oui, ça évoque des souvenirs, tout simplement, pour moi. Donc, oui, j'aime beaucoup l'odeur de cime. Oui, c'est léger, on sent des fleurs, mais c'est très délicat, c'est très subtil. Et puis, je n'en mets pas beaucoup. Hein. Et sur le corps, pas sur le vêtement. D'accord. Ben, moi, je t'avoue que sur le corps, j'évite. Voilà. Mais chacun a ses techniques, on va dire. Oui. Mais c'est vrai que moi, je préfère sur les vêtements et pas sur ma peau parce que je sais que certains parfums, j'ai déjà eu des petites réactions allergiques où je rougis, donc c'est pour ça. Enfin, comme ça, quand des fois, je me dis, oh, ça sent pas très bon ici, je peux prendre mon vêtement et sentir mon parfum. C'est ton odeur, en plus l'odeur du parfum. Tu sais, c'est comme tu avais déjà dit que c'est différent. Hein, sur chaque personne, ça sent différemment. Donc, oui. Exactement. Là, ce que tu dis là, ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que parfois, on se dit tel parfum sur une personne, ça lui va très bien, ça sent très bon, et sur une autre personne, c'est encore différent, alors que c'est exactement le même parfum. Oui. Je suis tout à fait d'accord. J'ai déjà eu cette sensation-là, cette impression-là avec certains parfums, effectivement. Mais quant aux vêtements, j'en suis pas très sûre. Alors, si on porte un t-shirt ou... Exactement. J'en mets toujours quand même sur le cou. Enfin, surtout celui que je porte. Moi, je porte le Guerlain, mais celui-là, voilà, je le mets aussi sur le cou. Je sais que je ne fais pas de réaction allergique, mais j'aime bien aussi sur les vêtements. Donc voilà, merci Magda, c'est très gentil en tout cas. Alors, qui voudrait nous dire quel est son parfum de prédilection ou une auteure peut-être aussi qu'il associe à un événement ou à une personne qu'il aime et peut-être qu'il pourra faire un petit clin d'œil à cette personne chère à son cœur. Bon, ben, je vais devoir leur demander. Hein. Sam, dis-nous. Mon préféré, c'est Dolce & Gabbana. C'est un peu délicat, mais déjà très fort. Et c'est relaxant. Et c'est suitable pour tous les événements. D'accord. Est-ce que tu as plusieurs parfums ou tu n'as qu'un parfum? J'ai deux ou trois parfums. C'est bien. Calvin Klein et Burberry. Calvin Klein. Les autres. Oui, effectivement. Je comprends. Très bien, merci beaucoup. Barbe, dis-nous, est-ce que toi, tu as un parfum, ton parfum? Non, moi, je ne porte pas le parfum. Je crois que je suis enseignante et j'en ai des enfants qui ont des allergies à c'est ça.
Alors, je ne porte pas. Mais mon mari, il porte Aqua de Gio. Et je crois que c'est mon favori parce que en école, nous étions ensemble. Oui. Et ça fait 22 ans, je crois, maintenant. Et la première fois que j'ai rencontré, Oui. il a porté Aqua di Gio. Alors, tout le temps, quand je sens Aqua di Gio, je m'en pense à mon mari. Oui. Exactement, je comprends. Alors, c'est presque mon cas. Oui, je l'ai quand même. Exactement. Donc maintenant, tu ne peux plus changer de parfum. Non. Voilà. Exactement. Non, je comprends. Moi, c'est la même chose avec mon mari. Il a le parfum Prada. Et sincèrement, c'est vraiment le parfum, moi, qui je trouve lui convient. C'est son parfum. Et c'est vrai que j'associe toujours cette odeur de Prada à lui, en fait. Et maintenant, depuis autant d'années, c'est vraiment ancré. Donc, quand je sens cette odeur-là dans la rue, je me dis, oh, c'est mon mari. Enfin... Oui. Effectivement, je comprends. Mais les odeurs sont importantes dans la vie. Alors là, bien entendu, on parle du parfum, mais il y a d'autres odeurs. Enfin, moi, par exemple, l'odeur de l'herbe coupée en été, c'est une odeur, par exemple, qui, pour moi, me rappelle énormément de bons souvenirs de mon enfance. Donc, c'est vrai que les odeurs, pas forcément que les parfums, les odeurs sont très, très importantes pour nous. Que l'on soit, que l'on ait un nez très développé ou pas, c'est vrai que les odeurs sont très, très importantes. Et moi, qui suis assez sensible aux odeurs, je vous avoue que voilà, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, on va clôturer tout doucement cette présentation. Je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Norcelia qui a quelque chose à vous dire.